discours, c'est pour remercier. Soit qu'on part, soit qu'on fait un nouveau job, soit qu'on fait quelque chose de bien. Moi, je félicite le centre. Pendant ces mois, ils nous ont donné à manger, ils ont cherché des appartements pour les gens. C'est pas facile de manger en groupe, de chercher une place à la cantine, de prendre l'ascenseur, de dire bonjour à longueur de journée et bonsoir aussi. Mais j'ai appris. Moi, je suis arrivée ici il y a 6 mois et je repars comme tout le monde dans quelques jours parce que le centre ferme. C'est triste. Peut-être que votre mère, elle travaille dans une entreprise, mais pas la mienne. La mienne, elle fait tout pour gagner des sous. Elle part tôt le matin, elle rentre le soir tard pour nettoyer des bureaux. Je voudrais lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Même si c'est parfois, on est fâchés. J'aime ma vie, ma mère aime sa vie, on est solidaires en famille. Avec ma mère, avec ma famille du centre, avec vous, je vous aime. Entre 4000 et 6700 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya, un lieu unique en son genre attire depuis des millénaires des pèlerins en quête de beauté et d'absolu. C'est un lac d'un bleu turquoise, le lac Manasarovar, et une montagne diamant, le mont Kailash. La montagne sacrée pour des millions de bouddhistes et d'hindouistes qui n'hésitent pas à affronter le froid et l'altitude pour venir faire ici le pèlerinage de leur vie. Nous sommes 2 voyageurs fascinés par la puissance de ce lieu. Animés chacun par une quête personnelle, pour Simon, celle d'un dernier hommage à un être cher, et pour moi, un profond désir de changement. Allons-nous trouver là-bas ce que nous cherchons depuis tant d'années ? Avec les os humains, le racisme devient populaire, ordinaire. On vient voir le sauvage, toujours plus exotique, plus terrifiant, et désormais mis en scène. Il se nomme Tombo, aborigène d'Australie, Otabenga, pygmée du Congo, Petite Capeline, fuégène de Patagonie, Jean Thiam, Wolof du Sénégal, Marius Kaloé, Kanak de Nouvelle-Calédonie, Moliko, Kalina de Guyane. Comme eux, des milliers de personnes ont été exhibées. L'histoire a oublié leur nom. Vouloir se souvenir, ça ne veut pas dire vouloir culpabiliser les gens. Depuis que l'homme explore la planète, il existe des lieux dont la simple évocation nous transporte loin, très loin. Himalaya, Patagonie, source du Nil. Des endroits qui font partie de notre imaginaire et paraissent totalement hors d'atteinte. Pour une expédition dans un de ces lieux mythiques, nous avons réuni 4 Français ordinaires pour participer à une aventure extraordinaire menée par un grand explorateur. Avec eux, partons en Patagonie, jusqu'au bout du monde. Chaque siècle environ, Paris subit une très grande inondation. Hiver 1910, Paris est inondé. 200 000 sinistrés. Coût 1 milliard d'euros.
Septembre 1992, Vaison-la-Romaine. Été 2002, Prague et Dresde. 113 morts, 140 000 réfugiés. Coût 15 milliards d'euros. Août 2005, la Nouvelle-Orléans. 1132 morts, 200 000 réfugiés. Coût 125 milliards de dollars. Un plan d'urgence existe pour Paris. Chaque année en France, les archéologues découvrent sur les anciennes zones de combat des armes, des objets intimes ou les corps meurtris des soldats ayant participé à ce conflit. Des Français, des Anglais et des Allemands, mais aussi des Américains venus se battre aux côtés des Alliés. Avec ces vestiges, ressurgissent des bribes de cette histoire méconnue. Pourquoi ces soldats ont-ils traversé l'océan? Que sont-ils venus défendre sur le vieux continent, si loin de leur pays? Comment l'Amérique, en se plongeant dans ce conflit, a-t-elle inventé son propre destin? Discrète, omniprésente. En France, la vie sauvage investit chaque parcelle du territoire. Soumise au cycle de la lumière, elle a son propre rythme, dicté depuis toujours par la grande horloge de la nature. Pour les animaux et les plantes, la France est une terre d'exception, un pays unique. Ces climats contrastés et la richesse de ces paysages accueillent une étonnante diversité d'espèces, du bord de mer jusqu'en haute montagne. La vie sauvage est là, parfois insoupçonnable et pourtant si proche. Elle a sa propre loi, s'adapter pour survivre. Partir à sa rencontre, c'est retrouver la pulsation des saisons, réveiller les émotions les plus intenses, ressentir la puissance des éléments et découvrir un autre visage de la France.
très surprenante. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je l'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'aimais une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. C'est assez étrange. Et si c'était vrai? Il y a 35 000 ans en Europe, des tribus de chasseurs-cueilleurs inventent un art fascinant. Un art peuplé d'animaux surgit des profondeurs de la Terre. Quelques 18 000 ans plus tard, au cœur du Périgord, ils réalisent leur plus fabuleux chef-d'œuvre, Lascaux, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Les préhistoriens ont tout imaginé au sujet de cet art pariétal. De nombreuses théories ont été avancées. Magie de la chasse, totémisme, chamanisme. Aucune n'a révélé le sens profond des œuvres laissées par nos ancêtres. Aujourd'hui, Chantal Jegg-Volkieviez, une chercheuse française indépendante, défend une nouvelle hypothèse. Pour elle, les fresques de Lascaux représentent une carte du ciel. Le ciel qu'observaient il y a 17 000 ans les premiers peintres de l'humanité. Cette affirmation, avancée au terme de nombreux calculs astronomiques, bouleverse toutes les interprétations. Mais la chercheuse saura-t-elle convaincre ?